quand on est le 12e intervenant dans un colloque consacré à François Host, on se doute que le stock de compliments superlatifs a été épuisé. Que pourrais-je dire, moi? D'abord que je suis heureux d'être là. Je suis toujours heureux de revoir François, je suis heureux de l'honorer, mais je me demande si je mérite vraiment d'être là. Parce que la qualité des exposés qu'on a eus, ce ne sera pas du tout la même chose avec moi. Moi, de tous ceux qui ont parlé, je suis le seul qui, toute ma vie, ait eu les mains dans le cambouis. La chose judiciaire, je la connais sur le terrain. Par conséquent, vous allez avoir un exposé, disons, un peu plus populaire, un peu plus vulgaire. Mais j'en prends le risque. Et surtout, je voudrais dire que je m'autorise à représenter aujourd'hui une corporation qui est celle, précisément, des praticiens. Si vous saviez combien des collègues qui n'ont rien à voir avec la philosophie du droit me disent lire François Host, le prendre le week-end après un délibéré difficile, le prendre après un jugement qu'on a vu réformer, c'est vraiment notre respiration d'avoir quelqu'un comme François Host qui est capable, avec toute sa science et avec tout son cœur, de nous expliquer à nous ce qu'est le droit et ce qu'est la justice. Donc voilà, les communistes français avaient une expression pour ça, ils appelaient ça les compagnons de route, les intellectuels organiques. C'est un peu ce que tu es pour nous, les juges du terrain. Et donc, comme on a terminé le dernier exposé, je commence par le même mot. Merci François. Ceci dit, moi, ce qui m'a terriblement marqué, c'est la capacité qu'a François de faire une lecture culturelle du droit et une lecture juridique de la culture. Donc, que ce soit Sophocle, Shakespeare, chaque fois, on voit cette ambivalence, cette interdisciplinarité, puisqu'on en a parlé hier. On dirait que je ne me suis pas encore fixé pour savoir si je suis inter ou trans. Enfin, j'irai. Et aussi, ce que j'aime bien dans l'expression de François, et dont je vais m'autoriser, une théorie ludique du droit. Donc, je dis tout de suite, vous n'aurez pas un exposé très scientifique, mais un exposé dans lequel, en tout cas, moi, je m'amuse bien. Alors, le point de départ, c'est je suis jeune magistrat, je prête serment, j'ai ma première affaire, et je me pose une question. Qu'est-ce qui est à la base de la fonction de délier le juste de l'injuste? Est-ce une pulsion, est-ce une passion, ou est-ce la raison? Et j'ai écrit un texte à l'époque où j'avais dit, pour moi, ce qui est au départ de cette fonction, c'est une pulsion libidinale. On l'a un peu reproché, notamment un procureur général à la Cour de cassation. J'ai changé mon expression et j'ai parlé d'une pulsion religieuse. Mais je ne l'améliorerai pas mon cas, puisque j'ai dit pour moi c'est la même chose. Voilà. Et bien, maintenant que je ne suis pas du tout un jeune magistrat, je me dis que c'est une question qui pour moi reste énigmatique. Et j'ai essayé pendant 30 ans de réfléchir là-dessus, et c'est la raison pour laquelle mon thème, ça s'appelle les tentations du juge. Alors depuis 30 ans, je vais faire des exposés en Belgique, à Bordeaux. Au départ, j'en avais 7. D'ailleurs, à Bordeaux, on m'avait donné un titre, c'était les 7 tentations du juge, et on me l'a laissé. Mais quand elles ont augmenté, ça fait un côté liturgique. Mais aujourd'hui, j'en suis à 14. Alors, je ne vous les explique pas toutes, elles sont dans le bouquin, mais c'est parce que si, entre la décision de dire le juste et la nécessité de l'habiller de droit, il y a des choses qui sont autre chose que le droit et qui s'y mettent. C'est dans ce bouillonnement interdisciplinaire, excusez-moi, je l'ai quand même utilisé, que j'ai porté ma réflexion. Alors, ma première tentation, c'est ce que j'appelle, oui, tout de suite, tentation, c'est un mot, et même tous les titres, c'est un peu comme les publicitaires, hein, c'est plus pour intriguer que pour informer. Enfin, celle que j'appelle tentation métaphysique, c'est une tentation qu'ont les juges. D'enjamber la légalité pour aller chercher dans le firmament des grandes idées la solution qu'ils vont adopter. Alors, l'exemple que je prenais avec mes étudiants et qui faisait plaisir à mes étudiants et un peu à mes étudiants, c'est en Belgique, on la connaît bien, l'affaire Popelin. Alors, vous savez que Mme Marie Popelin, au XIXe siècle, est la première femme qui, ayant fait le droit, a voulu s'inscrire au barreau. Elle va perdre devant le tribunal, elle va perdre devant la cour d'appel, elle va perdre devant la cour de cassation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est à une époque où tout est dans les textes. C'est l'époque de l'exégèse, c'est l'époque du positivisme le plus étroit qui soit. Eh bien, les juges vont aller chercher bien ailleurs que dans le droit
la raison de dire à Mme Poquelin, vous êtes indigne d'être avocate. Et alors, on va voir l'avocat général qui va dire qu'il y a un élément biologique, il y a un élément, par exemple, le mineur, lui, un jour il sera adulte, tandis que la femme, elle est destinée à rester éternellement femme. L'avocat général va dire Napoléon était un misogyne convaincu. C'est lui qui a rédigé le décret, il est toujours en vigueur, hein, sur l'accès des avocats à la profession. Il aurait brisé sa plume plutôt que d'admettre que les femmes fussent admises au barreau. Et puis alors vous avez toute cette considération biologique sur la femme, les trucs de soumission, etc. Et le meilleur commentaire va dire il ne faut pas mêler la femme à la violence des procès. Elle, c'est être tout de douceur, de soumission, notre premier animal domestique. C'est un qui est bien connu, qui est resté. Et alors, c'est aperçu qu'il fallait ligoter les juges contre cette tentation métaphysique. Et c'est ma deuxième tentation. C'est celle que j'appelle la tentation bureaucratique. Je donne au mot bureaucratique le sens que donnait Hannah Arendt à propos d'Eichmann. Ce qui caractérise la bureaucratie, c'est l'absence de pensée. Il y a dans la bureaucratie une rationalité circulaire qui fait que ce n'est plus la finalité de l'office qui est importante, mais c'est la limite étroite du travail que l'on fait et généralement qu'on fait mal. Alors j'ai beaucoup étudié avec mes étudiants les jugements qu'on exhume aujourd'hui qui ont été rendus sous Vichy. On s'aperçoit par exemple qu'étant d'ascendance juive, on devait se déclarer dans un registre, et si on n'y allait pas, infraction pénale. Grande question, qui doit prouver? Grand principe, la charge de la preuve est imposée au parquet. Et non, même la Cour de cassation de France va dire ici, la volonté du législateur a été telle qu'il faut considérer qu'implicitement, il a décidé qu'il devait être inversé la charge de la preuve. J'ai des décisions du Conseil d'État, mais je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, notamment avec le commissaire aux affaires juives, etc., qui démontrent que tous ces juges qui avaient prêté serment à la République, aux valeurs de la République, au fameux préambule des constitutions qui sont les déclarations de 1789, du moment qu'on leur donnait une courte mission, comme Eichmann, ils devenaient des fonctionnaires, ils devenaient des hommes qui se livraient à la vanité du mal. Et est-ce qu'il n'y a pas encore, me suis-je demandé, des traces de cela dans notre pratique habituelle? Je dirais que quand j'étais au Conseil d'État, il y avait un auditeur, un maître de requête. Quand il voyait entrer une requête d'un fonctionnaire qui attaquait une nomination qu'il n'avait pas eue, il regardait l'âge de ce fonctionnaire. Et s'il avait, disons, 60, 61 ans, il le mettait dans son armoire, il l'inscrivait sur un calepin, sur un calendrier, et dès que le fonctionnaire avait atteint l'âge de 65 ans, il nous envoyait un rapport stencilé. Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de la retraite, il n'a plus intérêt à son rôle. C'était évidemment une violation même de ce qu'il avait à agir, et j'ai eu la chance, quand j'ai quitté le Conseil d'État, de monter à la Cour constitutionnelle en même temps que la décision. Et je vous dirais bien que nous l'avons, avec joie, nous l'avons annulée. Mais il y a une affaire que je trouve encore plus représentative de la folie circulaire des magistrats. Il y a quelques années, on s'est aperçu que les juges de la jeunesse, c'était pas une bonne chose d'envoyer les mineurs dans des maisons de redressement, qu'on appelait à l'époque, et on a inventé les travaux d'intérêt général. Hein, vous les connaissez un peu partout. Un jeune a tagué un mur, eh bien, plutôt que de le mettre dans une IPPJ, on va lui demander d'aller laver le mur. C'était vraiment une formule que les juges de la jeunesse attendaient de leur vœu. C'était la justice immédiate, de la justice honnête, de la justice pédagogique. Mais voilà qu'un avocat général dit attention, est-il conforme à la présomption d'innocence d'imposer une peine pendant l'instruction? Alors, c'était évidemment la ruine de tout le système si la thèse devait l'emporter. Elle est suivie, cette thèse, par la Cour d'appel de Bruxelles, et puis pourvoi en cassation. La Cour de cassation va dire, oui, mais vous me saisissez au cours de l'instruction. Or, il y a une jurisprudence constante qu'un pourvoi en cassation n'est recevable qu'avec la décision sur le fond. Bon, on s'incline et on attend qu'un mineur ait atteint la fin de l'affaire et qu'il y ait une décision au fond. Nouveau pourvoi en cassation. Et la Cour de cassation va dire, ah, je constate que le mineur est devenu majeur, donc il n'a plus d'intérêt à s'en trouver. Voilà donc comment la procédure civile telle qu'elle était vue à l'époque
permettait d'avoir une sorte de rationalité totale, et en plus éviter du travail, un peu comme mon auditeur au Conseil d'État. Eh bien, ça, c'est, je crois, là, vraiment la rationalité bureaucratique qui a fait beaucoup de mal et qui en fait encore aujourd'hui. Mais quand même, je vais avoir un petit repentir par rapport à ma première tentation. Je l'appelle la tentation pontificale. Parce que la barbarie a fait un tel retour dans notre société qu'il est peut-être bon parfois d'enjamber la légalité pour trouver des motivations ailleurs que dans le droit. C'est ce que François appelle la théorie des bulles élevées. Eh bien, ça, c'est quelque chose que j'ai, je dirais, subi, que j'ai connu tout au long de ma carrière. Alors, une décision qui me paraît emblématique, c'est quand, en Afrique du Sud, après l'apartheid, il y a eu les fameuses commissions réconciliation et vérité. Et Xavier Philippe a beaucoup étudié la question, il était là. C'était, paraît-il, bouleversant de voir dans ces commissions, si les tortionnaires venaient en présence des victimes avouer leurs crimes, il n'y aurait ni indemnisation ni poursuite. L'affaire va évidemment devant la Cour constitutionnelle, il y a une violation évidente du droit à un procès, du droit à une indemnité. Et la Cour sud-africaine va dire attention, l'objectif c'est la réconciliation. Ce n'est pas une notion juridique. L'objectif c'est le pardon, ce n'est pas une notion juridique. Eh bien parce que Carbonnier appelle un transfert internormatif, voilà que le pardon qui fait partie de la normativité morale va s'introduire dans le droit pour justifier une décision. Et là aussi, il va y avoir une sorte de lien entre la philosophie et le droit, parce que ces décisions qui érigent le pardon en norme vont être commentées par Paul Ricoeur, par Jacques Derrida. Donc il va y avoir une véritable internormativité, voire interdisciplinarité. Ma cour va connaître un jour d'une affaire dont je ne vous donnerai pas les détails tellement elle est grotesque, mais pour se débarrasser d'un bourgmestre qui ne parlait pas flamand, on va prendre une loi en disant si vous êtes élu dans une commune flamande, vous êtes irréfragablement présumé connaître le flamand. Rien n'est plus surréaliste. Hein. Rien n'est plus facile à prouver que la connaissance d'une langue. Recours à la Cour constitutionnelle qui va dire attention, nous n'allons pas faire du droit. Comment s'appelle cette loi? C'était la loi de pacification communautaire. Or, tous les juristes savent que l'intitulé d'une loi n'a aucune puissance normative. Eh bien, la Cour va dire, eh bien, c'est un objectif de valeur supérieure, et donc existe le droit, le contrôle d'égalité, etc. Et alors, l'affaire qui a le plus animé ma génération, c'est l'affaire du lancer de nain. Hein, vous la connaissez. Hein, quand on voit que M. Wakadem, on peut dire son nom parce qu'il l'a dévoilé jusqu'au comité des Nations Unies, dont le métier est d'être dans une discothèque lancée sur un tapis de gymnastique. On nous dit même que le record de France était de 3,30 m. Et puis voilà que le ministre de l'Intérieur alerte les préfets en disant c'est un spectacle indigne, et 2 municipalités vont prendre un arrêt d'interdiction. Ah, est-ce que les municipalités sont compétentes en matière de moralité? On va aller rechercher les écrits de Oriou et la jurisprudence du Conseil d'État disant non, je crois même que c'est Oriou ou quelqu'un proche qui a dit occupez-vous de la police des voiries et non de la police des armes. Il y avait une ou deux exceptions. Une exception amusante, c'est qu'un jour on avait joué le blé en l'herbe, jugé à l'époque comme un film pornographique, à Lourdes. Voilà, le Conseil d'État a dit quand même, il y a une proximité. Mais à part ça, on se disait, le Conseil d'État va nécessairement dire que les autorités locales n'étaient pas compétentes. Quand va être suggéré, je crois, par le maître d'enquête de dire, et on le retrouve dans l'arrêt du Conseil d'État, le spectacle du lancer de nains est un spectacle contraire à la dignité humaine. Donc on est dans la normativité morale. Mais il ajoute le Conseil d'État, laquelle est une composante de l'ordre public. Donc voilà ce fameux ordre public, hein, cette auberge espagnole, le voilà qui accueille par un transfert internormatif une norme qui jusque-là n'y figurait pas. Et le 6 juillet de cette année, le Conseil constitutionnel français a rendu une décision, hein, vous la connaissez, extraordinaire. Donc, dans l'affaire Cédric Héroux, vous savez, cet homme qui aide les migrants, qui les héberge, qui les nourrit, il a été poursuivi, presque acquitté par le tribunal de Nice, condamné par Aix-en-Provence, ou le contraire, et puis finalement l'affaire va en cassation. Et
La Cour de cassation pose une question au Conseil constitutionnel de dire est-ce que l'aide humanitaire accordée à des personnes en détresse ne peut pas se revendiquer du principe de fraternité? Et la question c'est, est-ce que le principe de fraternité est un principe de valeur constitutionnelle? Ici aussi, les pronostics n'étaient pas extraordinaires. Mon ami Guy Canivet a écrit là-dessus que c'est très bien la fraternité, mais elle est affectée, je crois, dit-il, d'une infirmité ontologique de normativité. Alors quand moi, dans la revue dont je m'occupe un petit peu, je vois arriver cette décision de la Cour de cassation, j'ai dit, publions-la vite. Elle est tellement belle, je n'imagine pas que le Conseil constitutionnel va être aussi bon. Et bien je me trompais, la décision a été rendue, et désormais, la fraternité, qui vient aussi du système normatif des mœurs, est un principe de valeur constitutionnelle, et le Conseil constitutionnel va dire vous deviez faire une balance entre l'exigence de fraternité et la maîtrise d'une immigration, et ici vous l'avez fait de manière disproportionnée, et cette loi donc n'existe plus en France, sous certaines réserves. Donc ça c'est ce que j'appelle, j'en ai encore, celle que j'appelle la tentation idéologique. Est-ce qu'un juge, tout être inanimé qu'il soit, a vraiment ne serait-ce que dans son inconscient, des présupposés préjuridiques qui dictent ses convictions? Alors nous avons eu une affaire très amusante, que je trouve amusante, en Belgique. En 1999, il n'y a pas tellement de Français dans la salle. Enfin, quand même. En 1999, notre actuel roi Philippe épouse la princesse Mathilde. Alors c'est une opération de publicité faite par notre société chemin de fer. Elle décide que ce samedi-là, tous les trains seront gratuits. Et on distribue même 500 000 places. Le problème, c'est que c'est à une époque où les agents des chemins de fer sont assez agités. Et eux aussi sont très imaginatifs. Ils décident une grève générale ce jour-là. Alors, voilà que la SNCB chez nous dépose une requête d'extrême urgence unilatérale, un référé d'hôtel chez tous les présidents de tribunaux. C'est un moment extraordinaire de sentencing parce que d'habitude on a des décisions différentes rendues un jour et puis un autre jour. Là, tous doivent statuer dans la nuit, je crois, sur le même problème. Il va y avoir une mosaïque extraordinaire de décisions. Il y a 8 juges qui vont interdire la grève. 12 qui vont l'autoriser. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir les motifs. Vous avez le droit de propriété de la SNCP, vous avez le droit des voyageurs, vous avez l'incompétence du tribunal pour s'occuper de conflits collectifs, vous avez l'ordre de réquisition dissimulé, vous avez un juge qui s'énerve beaucoup pour les déranger un samedi, qui va parler d'une tentative de réification de la justice à des fins politiques, et le plus amusant, je trouve, c'est un juge qui va dire ah, attention, moi, je suis un after. Je crois qu'en France, c'est ce que vous appelez un travailleur pendulaire. C'est-à-dire que je prends le train tous les jours et j'ai une grève à peu près 3 par mois et vous ne faites jamais rien pour interdire cette grève. Donc là, c'est une décision d'humeur. Mais tout ceci pour vous dire que la belle équanimité de la justice, elle est évidemment altérée par des choses qui sont parfois idéologiques. J'en ai encore deux. C'est celle que j'appelle la tentation transcendantale. Alors, vous avez peut-être le souvenir de cette publicité pour les vêtements féminins. Comment ça s'appelle? Enfin, Marité François Gerbeau, je crois. Ça va paraître, c'est la scène, mais avec une adaptation, hein, c'est l'époque du Da Vinci Code, où les apôtres et le Christ sont les femmes. Saint Jean-Baptiste est un homme, en grande partie nu de dos. Ça paraît dans la revue féminine, mais ça ne pose pas de problème. Mais on va l'afficher d'un affichage considérable dans un endroit qui porte bien son nom, puisque c'est la porte Maillot. Et alors là, ça va donner l'objet à des recours d'une association qui s'appelle Croyance et Vérité, en disant c'est une injure faite au tréfonds de la vie des chrétiens. En première instance, on les suit. On interdit la publicité. En appel, on les suit, on aggrave. Parce que la Cour d'appel fait remarquer que non seulement on a exposé ça dans un endroit où beaucoup de gens passent, mais que c'était pendant la semaine sainte.
C'était dangereux parce qu'à la même époque, c'était l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo, et on disait, et vous avez publié ça pendant le Ramadan. Puis cassation, et là la Cour de cassation va faire, elle, preuve d'une totale indifférence en disant, vous oubliez l'exception parodie. Voilà donc cette exception qui permet de rapatrier ici dans le non-droit quelque chose qui prétendait y entrer, disons, inadéquatement. Enfin, il y a la tentation que j'appelle esthétique. Rien n'est plus mal placé. Nul n'est plus mal placé qu'un juge pour décider ce qu'est l'art. Rien ne ressemble moins à un artiste qu'un juge. François, tu dis, le juriste est un homme qui avance à reculons. Et un juge, a fortiori, et c'est le cas. D'ailleurs, regardez, un juge, c'est quelqu'un qui doit être plutôt en retard sur son époque, qui ne peut pas être excentrique, qui ne peut pas avoir une trop belle auto, on se demande comment il l'a payé, comme il ne peut pas avoir une trop belle femme, on se demande comment est-ce qu'il a pu la séduire. Bref, c'est tout en fait un artiste qui, lui, il se meut en pleine jouissance dans ces domaines-là. Eh bien, de plus en plus, les tribunaux, surtout en France, mais ça, il y en a eu aussi chez nous, il y en avait chez nous, sont saisis de ce genre de coup. Alors, l'affaire emblématique, la toute première, c'est entre les deux guerres, quand c'est l'affaire Brancusi. Vous connaissez l'œuvre de Brancusi qui a son atelier à côté de Beaubourg, et ceci est l'oiseau dans l'espace. Brancusi s'en est expliqué, il a dit oh, c'est l'idée de l'oiseau, c'est l'idée de liberté, que c'est beau la liberté, et effectivement, je crois, c'est un chef-d'œuvre. Le problème, c'est qu'on l'exporte aux États-Unis. Et là, on va tomber sur un douanier, c'est-à-dire un juriste. Et alors, le douanier va dire mais comment est-ce que je vais enregistrer cela? Si c'est une œuvre d'art, vous savez, aux États-Unis, on entre gratuitement. Mais il voit dans son tarif acte qu'il y a affecté de 40% de taxes les articles de ferblanterie, les articles ménagers et les articles d'hospitalité, d'hôpitaux. C'est ça. Donc 40%. Mais heureusement, un mécène, je crois, va faire un procès devant la Cour fiscale américaine. Et la Cour, qui évidemment ne s'y retrouve pas, va désigner des experts. Et inutile de dire que quand on dit des experts, on s'y retrouve encore moins. Parce que vous avez des experts, disons, partisans de l'art pompier, qui veulent dire que ça n'a rien à voir avec l'art. D'autres qui vont dire ça, c'est l'art de demain. Et la Cour va faire preuve d'une grande modestie en disant il faut reconnaître que l'objet est beau, que l'objet est agréable à regarder, et elle ajoute la Cour, et même si nous avons quelques difficultés à l'assimiler à un oiseau, nous considérons qu'il peut entrer frais de toute taxe de douane. Et puis mon dernier exemple, je vais vous le montrer, mais très brièvement. Vous connaissez ceci. Bon, c'est le fameux Fontaine de Marcel Duchamp, considéré par les critiques comme l'œuvre la plus importante du XXe siècle. Alors, je vous rappelle que c'est un urinoir que Duchamp, auquel Duchamp a ajouté une signature qui n'est pas la sienne, Ergut 1417. Donc, c'est le début de l'art conceptuel qui nous encombre encore aujourd'hui. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un jour, on expose ceci au Carré d'art à Nîmes. Et il y a un autre artiste de comportement moins célèbre, il s'appelle Pinoncelli. Il s'appelle Pinoncelli avec Y, mais il a italianisé son nom. Et il entre dans le Carré d'art. Que fait-il? Il refonctionnalise ce que Duchamp avait défonctionnalisé. D'où un procès. Alors, le procès est merveilleux. On avait affaire à des juges cultivés. Hein. Donc, s'il était injuste, il en a. Et alors, Pinoncelli va dire, mais écoutez, moi, je suis le fils spirituel de Duchamp. Je n'ai fait que continuer son œuvre. Et vous, en m'interpellant aujourd'hui, vous la poursuivez également. Et vous n'avez pas le droit, vous juristes, de vous immiscer dans un débat qui est purement esthétique. Et donc, le jugement est excellent. Malheureusement, Pinoncelli avait fait une erreur. Il avait aussi démoli en partie l'objet au marteau. Alors le tribunal va lui dire, écoutez, s'il peut se concevoir que votre geste premier a été un geste de nature artistique, nul n'admettra qu'il est artistique de détruire une puissetière avec un marteau. Excusez-moi, c'est une citation. Ça a donné lieu à un commentaire extraordinaire de Bernard Edelman, de même que l'affaire Brancusi a donné lieu à un livre extraordinaire qui s'appelle L'adieu aux arts. Donc, vous voyez quelles sont les normativités diverses qui s'emparent du juge. Et il ne peut pas dire ça ne me regarde pas, il ne peut pas dire je ne suis pas compétent, ce serait un délit de justice. D'où l'importance de l'internormativité. Donc,
Je vais terminer ici, sauf un petit mot, parce qu'il y a une dont j'ai envie de vous parler, mais je sais, archi j'ai dans mes tentations ce que j'appelle la tentation symbolique. Et j'aime bien la raconter parce que c'est un de mes bons souvenirs. Quand j'étais à la cour, c'était le jour de ce que j'appellerais notre première expérience sexuelle. C'est-à-dire, un juge de paix va être saisi d'une demande par une dame qui a eu une liaison avec une autre dame et 2 enfants en sont nés par insémination artificielle. L'amour disparaît, recours devant le juge de paix, pension alimentaire. Et le juge de paix, rationalité charismatique, elle va se faire remettre le dossier de l'hôpital, il va dire qu'il y a vraiment un véritable projet parental et il va condamner à payer une pension alimentaire au profit de celle qui a gardé les 2 enfants et la décision devient définitive. Mais quand une pension alimentaire n'est pas payée, on peut aller au centre public d'action sociale. Alors là, on n'est plus dans la rationalité charismatique, le receveur regarde sa loi, il doit faire l'avance de pension, mais il ne voit pas du tout un article du code qui vise à ce. On va devant ce qu'on appelle chez nous le tribunal du travail, là c'est la rationalité égalitaire, qui va dire, au fond, c'est des enfants qui sont discriminés par rapport à d'autres enfants, alors qu'ils ne peuvent pas, hein, depuis l'arrêt Marx, être tenus pour responsables du comportement de leurs parents. Et on pose une question à la cour qui s'appelle cour d'arbitrage à l'époque, mais qui est déjà une cour constitutionnelle. Alors, c'est un grand souvenir pour moi, parce que c'est une cour composée de manière pluraliste. Alors, inutile de vous dire qu'il y a les gens de gauche, les gens de droite, il y a les catholiques et les autres, il y a les puritains, les libertins, et on sent une certaine scission au sein de la cour, jusqu'au jour où on s'aperçoit que ce n'est pas un problème. Bon, les puritains, je ne dirai pas dans quel camp j'étais, les puritains disent nous n'avons pas à nous occuper de ces problèmes. Si un jour le législateur veut dire que l'amour est homosexuel et légal de l'amour hétérosexuel, c'est son affaire, mais nous n'avons pas à anticiper. Puis il y a les autres qui disent mais là n'est pas le problème. Le problème est un problème de discrimination au détriment d'une catégorie d'enfants innocents. Et après un délibéré qui a duré un certain temps, nous rendons un arrêt où nous disons effectivement, il y a une violation dans la loi si on ne permet pas de payer une pension alimentaire aux enfants nés de cela. Et c'était le départ d'un contentieux des pratiques sexuelles qui a été florissant pendant quelques années. Quelques ans après, nous avons eu le mariage homosexuel, nous avons eu l'adoption par les couples homosexuels. Et tout cela, grâce à ce point de départ, a été réglé dans l'unanimité. Je veux dire qu'en Belgique, nous sommes beaucoup plus décontractés qu'en France sur ce thème. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que moi c'est important. Donc les 7 autres, je vous en fais grâce. Mais je termine en disant, voilà, le juge, qu'il le veuille ou non, est un être pluridiscipliné. Il n'a pas le choix de se dire, non, je fais du droit, j'ai un diplôme en droit, je suis payé pour faire du droit. Non, le juge, par l'explosion du contentieux, hein, par la démission des autorités, hein, que ce soit le père, le prêtre, l'instituteur, etc., c'est le juge, tout va chez le juge. Par conséquent, le juge doit être quelqu'un qui, surtout le juge actuel qu'on fait de plus en plus statuer tout seul, il doit sumbulo-homai, comme disaient les Grecs, et s'il n'a pas à l'intérieur de lui-même un esprit inter ou transdisciplinaire, il risque de ne pas savoir faire son métier. François, tu nous as vraiment montré la voie à nous juges, en te disant d'avoir cette vue plus large que celle de la juridicité étroite. Et je suis très heureux d'être là ce soir et d'être là à Saint-Louis. Et tout ce que j'espère, mais tu sais que je suis un peu pessimiste là-dessus, c'est que, d'abord, j'espère que tu seras encore là longtemps, et que vous n'allez pas vous faire manger, bouffer, par ceux avec qui vous allez vous associer.